Messieurs, on est là pour parler produit. Ça s'appelle quand même l'after produit et pas l'after Zlatan ou l'after chat ou que sais-je. On va parler de ce premier sujet qui s'intitule le premier product people d'une boîte, avantages, inconvénients. Je pense qu'il y a peut-être des tips, peut-être également les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Vous avez été vous avez pris ce rôle-là. D'ailleurs, ce serait intéressant de vous présenter très rapidement. Tony, je commence par toi. Ouais. Tu dois présenter rapidement ta carrière et du coup, ce fameux moment où tu as été le premier PM. Quasiment 3 fois en fait. Non, ça fait un peu plus de 10 ans que je bosse. J'ai fait une bonne partie de ma carrière chez Vente Privée, VP maintenant, en tant que chef de projet digital et j'avais un binôme qui s'appelait Tanguy Verluise et on a poussé pour mettre en place ce qu'on pensait être le produit au début. Du coup, de fait, on était les premiers product guys de cette boîte. Bon, c'est loin maintenant, mais voilà. Ouais. C'était en quelle année à peu près ? On a une idée ? 2014. Ouais, moi un peu avant, mais dans ces eaux-là. Après, j'ai rejoint il y a 5 ans Back Market au tout début de l'histoire pour créer le produit. Donc, de fait, j'étais tout seul et ça s'est plutôt bien passé. Visiblement. Ouais. Et là, ça fait 4 mois que je suis chez Zephyr, Ouais. donc une start-up dans l'immobilier sur l'achat instantané de biens immobiliers. Et j'étais tout seul au produit et je ne suis plus tout seul déjà, donc ça c'est plutôt cool. Mais donc c'est une thématique que j'aime bien, le début du produit dans les boîtes. Visiblement, Ouais. en tout cas c'est ce qui semble se dessiner. On va en parler un peu plus. Toi Tanguy, rapidement. Ouais, rapidement. Effectivement, moi j'ai commencé ma carrière à peu près au même moment que Tony aussi chez Vente Privée. Ensuite, je suis parti chez La Fourchette, devenu The Fork by TripAdvisor. Globalement, toutes les boîtes on passe, elles changent de nom. Et là, pour le coup, j'étais pas du tout premier PM. En revanche, aujourd'hui, j'ai rejoint une société qui s'appelle Omi, dont on parlera peut-être un peu après, mais qui fait notamment du super chocolat. Et on l'a pas goûté. Pour le coup, je suis le premier PM de la boîte. Et il se trouve qu'en plus, je suis aussi un des cofondateurs d'un média qui s'appelle Le Ticket, que tu évoquais rapidement tout à l'heure. On a fait un dossier il y a 3 semaines sur le sujet du premier PM, donc j'ai eu l'occasion en plus d'écouter plein de premiers PM parler de la manière dont ça s'était passé pour eux. On tire justement cette thématique du premier PM. Continuons avec toi justement Tanguy. C'est vrai que je pense qu'on peut un peu idéaliser ce rôle. En tout cas, on peut se dire il y a tout à faire. Ça va être génial. J'ai les mains libres. J'ai personne entre guillemets au-dessus de moi. Parce que c'est vrai que ceux qui lancent leur entreprise ou alors en tout cas ceux qui rejoignent une start-up peuvent directement avoir un job de CPO alors que c'est les seuls POPM, mais parce qu'ils sont amenés à construire leur produit, à donner toute la vision, etc. Donc ça peut faire peur. Mais d'un autre côté, justement, ça fait quoi d'avoir la main sur tout Tanguy, toi d'abord. Moi, je trouve que ça fait un peu peur. Mais il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit qui sont intéressantes. En tout cas, de la représentation qu'on a de ce que c'est qu'un premier PM. En vrai, c'est ce que disaient pas mal des gens à qui on a parlé. En vrai, le premier PM, au début, il va faire beaucoup du PO. Déjà, parce qu'en fait, d'abord, inculquer la culture produit dans une boîte, c'est commencer par les basiques et puis construire la partie delivery, très souvent. Okay. Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est pas parce que tu es premier PM que tu vas devenir CPO derrière. D'ailleurs, finalement, c'est presque relativement rare comme situation. Donc, je pense qu'en tant que premier PM, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on va arriver, qu'on va poser la strat pour les 12 prochaines années et ensuite dérouler le plan. Globalement, au début, tu mets quand même beaucoup les mains dans le cambouis. Moi, je mets beaucoup plus les mains dans le cambouis aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et juste pour faire le pont, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec quelqu'un qui était redevenu PM. Après avoir pris un poste de CPO, il me disait, en fait, j'avais l'impression d'avoir régressé en tant que CPO dans ma pratique du produit. Donc, il dit, du coup, j'ai préféré retourner en PM dans une grosse scale-up plutôt que de continuer CPO. C'est vrai qu'en plus, quand on est premier PM chez VP ou premier PM dans une boîte qui se lance, effectivement, c'est pas la même. Ça te fait réagir. Non, mais je pense, en fait, c'est ça la bonne clé d'entrée pour comprendre le truc, c'est que premier PM dans une boîte, en fait, ça veut tout et rien dire. Parce que si tu arrives dans une boîte qui a déjà un chouïa de culture produit, typiquement, tu vois, je suis arrivé chez Zephyr, en fait, il n'y a pas d'orga produit, mais la boîte est un produit. Et tu vois, les fondateurs avaient pensé le truc en mode, il faut qu'on soit très très fort sur notre proposition de valeur, qu'on construise quelque chose de fort. Et en fait, moi, j'arrive pour concrétiser la chose, ce qui est super, c'est luxueux. Quand je suis arrivé chez Back Market, j'ai fait le process en mode, ils cherchaient un PO.
Et en fait, en discutant, ils étaient en mode on sait pas ce que c'est réellement que le produit, mais on a envie de le mettre en place et du coup, on cherche quelqu'un. Et en fait, c'est là où ça s'est bien déroulé parce que je leur expliquais plus ce qu'était le produit à l'époque. C'est marrant de le dire. Et maintenant, c'est une boîte très 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 produit pour le coup. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu as commencé par expliquer ce qu'était le produit. Le product management, c'est relativement récent, mais je pense que dans les 5 dernières années, il y a eu une belle croissance. On voit, il y a pas mal de grands groupes qui commencent à avoir des Digital Factory, ou en tout cas des pôles produits. Et pourtant, on rejoint une boîte qui s'appelle Zephyr, qui est créée récemment. On doit quand même expliquer ce qu'est le produit. Ça commence par là, en fait, quand on est le premier PM. Et je vais même tirer le fil. Tout le monde derrière la caméra n'est pas un entrepreneur, enfin, ne fait pas partie d'une toute petite entreprise. Certains font partie de plus grosses boîtes. Si on prend l'exemple de VP, que vous avez connu, à nouveau, ça commence par expliquer ce qu'est le product. Ah ouais, encore chez VP c'était encore différent parce qu'on était vraiment dans une culture très projet, un peu lourde quoi. Et justement c'est ce qui nous a commencé à parler de produit, à nous amener dans un truc produit. Donc alors après on savait rien, donc on a appris et on expliquait en même temps, donc c'était rigolo. Mais non en fait, encore une fois ça dépend ce que tu mets derrière le terme produit parce que quand tu arrives dans une boîte où on va dire la proposition de valeur est déjà posée, le market fit est déjà posé, en fait les gens font du produit sans mettre le terme produit. Et souvent, tu arrives avec plutôt le côté le set agile, le fonctionnement produit, l'itératif, l'incrémental, la donnée, etc. Et en fait, c'est ça, moi, que j'entends par expliquer ce qu'est le produit. Tu vois, c'est plus comment ta proposition de valeur, tu l'as fait évoluer avec une culture produit versus une culture projet. D'accord. Mais en vrai, ça a vachement changé parce que typiquement, chez Zephyr, ils étaient déjà beaucoup plus câblés qu'on pouvait l'être chez Back Market il y a 5 ans, alors que c'était qu'il y a 5 ans. Et c'est juste le marché qui a évolué, je pense aussi. Tu parles même méthode et process, en fait, finalement, très rapidement. Finalement. Toi, chez OmniNC, tu as également cette vision-là de se dire, en fait, le plus vite possible, la meilleure manière d'évangéliser, de dire ce qu'est le produit, c'est de mettre en place des cérémonies, style démo, les daily, etc. En fait, ce qui est important, c'est de poser les intentions de ce que tu vas faire derrière. Je te donne un exemple. Par exemple, chez Omi, un des premiers trucs qu'on a mis en place quand je suis arrivé, c'est pas une roadmap, c'est la méthodologie des OKR. Pourquoi ? Et Tony a fait la même chose chez Zephyr, parce que c'est des objets, mais des objets qu'on manipulait pas il y a 5 ans en fait, qui existaient bien sûr, mais qui n'étaient pas diffusés dans les entreprises françaises ou encore très peu en tout cas. Et pourquoi on a mis ça en place ? Parce qu'en fait, ça permet grâce à la méthodologie, de commencer à se dire, parlons du problème, parlons de l'origine, plutôt que des initiatives que vous avez envie de pousser. Et ton problème quand tu es en startup, c'est que tu as très peu de ressources et beaucoup d'idées. Donc comment tu fais pour réorganiser ça et essayer que tout rentre dans un pipe ? Les OKR peuvent être un outil. Donc en fait, on utilise l'outil pour essayer de driver en tout cas la manière dont les initiatives sont poussées et ce qui permet de dire non, ça on le fait pas. Et ce qui est finalement le sujet principal à toutes les stades de la boîte, mais encore plus quand tu as 4 ou 5 personnes dans l'équipe de développement par exemple. Tu peux pas toutes les semaines sortir autant que quand tu as 50 développeurs. Complètement. C'est marrant parce que tu parles justement de cette notion de priorisation. Ça fait écho peut-être à ce que tu disais tout à l'heure sur la capacité à aimer le chaos, en tout cas à killer des features. C'est vraiment un peu la trend. Effectivement, ça fait partie des premiers sujets que tu vas un peu mettre en place. OKR ou rien de manière macro de la prio. Tout à fait. En plus, c'est pour ça qu'on t'embauche au début, la plupart du temps. Le chat réagit sur ce que tu disais, Tony, tout à l'heure. Justement, comment rassurer les stakeholders en attendant de trouver le market fit en tant que premier PM ? Alors ça, c'est plus côté... je peux autant trouver ça chez Zephyr que chez... Alors moi, mon truc, c'était d'aller que dans des boîtes où il y avait le market fit déjà. Non, mais c'est une bonne question. Alors c'est une très très bonne question parce que je suis absolument convaincu, et c'est encore une fois le cas chez Back Market et Zephyr, que le vrai élément de market fit, en fait, c'est ta proposition de valeur. Et pour moi, ta proposition de valeur, c'est ton produit. Et peu importe que ce soit de l'interface, du tooling, on s'en fout, quoi. Voilà, chez Zephyr, concrètement, aujourd'hui, tu as très peu de produits au sens interface du terme, quoi. Mais tu as déjà tout un cycle qui est fait et qui est une logique produit et qui est une proposition de valeur. Et je pense que c'est ça aussi un des gros points forts de l'expertise produit, c'est de travailler la proposition de valeur. Et en fait, de créer ce que va être ton produit. Et c'est comme ça, je pense, que tu rassures pas mal tes stakeholders dans une optique de chercher ton market fit. Et en vrai, tu rassures tes stakeholders sur le fait que tu maîtrises la partie produit, mais tu rassures pas les stakeholders sur le fait que vous allez trouver le market fit.
Ouais, donc en fait, c'est finalement un peu de politique aussi avec le premier POPM de la boîte. C'est en tout cas manier les mots avec je te rassure, mais pas trop. Ouais. Ça fait partie des difficultés peut-être d'ailleurs d'insuffler le produit parce que c'est l'incertitude aussi le produit contrairement. Non, c'est en fait ce qui est compliqué, je pense, dans le fait d'être la première personne avec l'étiquette produit, c'est que tu dois prouver que la temporalité de ton produit peut être plus longue que ce que tu vivais toi, notamment en early stage. Tu vois, tu arrives en early, tout se fait à la minute, tout va très vite, etc. Et quand tu arrives en produit, tu arrives avec tes notions de Docker, de roadmap, de prio qui globalement se font pas à la semaine. Et du coup, tu dois aider les gens à comprendre que notre valeur, ça va être de prendre un peu de recul, de réfléchir un peu plus potentiellement que ce qu'on faisait avant, coucou la discovery, et de se dire qu'il peut y avoir plusieurs temporalités dans un cycle de développement de propositions de valeur et de produits, et que c'est pas grave. Et c'est ça, je pense, un des gros éléments d'explication. Politique, je sais pas, mais au moins de convaincre les gens sur le fait qu'il y a des tempos différentes, quoi. Et est-ce que c'est, quand vous avez lancé, entre guillemets, initié ce mouvement-là chez VP, tous les deux, les premières choses que vous avez mises en place, c'était quoi? Et surtout, est-ce que, posteriori, vous vous dites, en fait, on a commencé par un bon vieux Scrum, et en fait, on s'est planté? Je pense que déjà, il faut être très humble, on était hyper jeunes et très inexpérimentés. On a eu une chance extraordinaire chez Vente Privée, c'est que on y a été à un moment où la boîte allait un peu moins bien. C'était une boîte qui allait hyper bien depuis 10 ans et qui était une boîte de sales, et où en gros la politique c'était de dire ce qui drive le trafic, ce qui drive les achats, c'est l'offre. Donc si on rajoute Nike, si on rajoute Disney, si on rajoute, les gens vont venir quoi qu'il arrive. Et en fait on est arrivé à un moment où ce modèle-là marchait un peu moins bien. Et c'est là où on s'est dit, il y a quand même, à l'époque il y avait 2,5 millions de personnes qui venaient tous les jours sur VP, c'est quand même dommage qu'on n'essaye pas d'aller incrémenter même de 1% ou de 1 point la conversion, parce que c'est énorme sur 2,5 millions de personnes. Et c'est là où le produit a commencé à naître chez VP. Et moi j'ai eu une chance supplémentaire, c'est que j'étais sur le mobile, sauf qu'à l'époque le mobile n'existait pas. D'accord. Et du coup le mobile c'était concrètement 4 devs au fond d'un open space de bonnes DSI old school, et en fait c'était un peu les nerds du truc et on faisait ce qu'on voulait, donc on a commencé à amener nos boards agiles et tout ça, alors que c'était pas dans le groove de la boîte, quoi. Et en fait, ce qui est bien, c'est je pense qu'on avait réussi à l'époque, et ce qui était vraiment pas gagné parce qu'on savait pas le faire, c'est qu'on a fait du produit par l'exemple. On a montré que l'incrément, l'itération et tout avait une vertu. Parce qu'on était dans une logique très cycle en V à l'époque pour le coup, et du coup ça a bien marché par l'exemple, je pense. Parce qu'il y a un truc qui est assez, je pense, commun quand tu es aussi premier PM dans une boîte, c'est la logique de la création de valeur, quoi, assez rapide. Donc plutôt partisan, toi, tu vois, il y a pas mal de sociétés qui veulent se transformer, qui veulent passer au produit. Parfois ça vient du top management, parfois ça vient des équipes. Toi tu es plutôt partisan de se dire, quoi qu'il arrive, en tout cas les meilleures transfos, elles sont bottom-up un peu, ça vient d'en bas. J'y pense. Enfin, je crois fortement à ça. Okay. Et on en discutait la dernière fois. Il y a ça et il y a le côté prouver de la valeur par le produit. Et nous, on parlait pas mal du début d'expérience d'un PM dans une boîte. Et je suis toujours... quand je parle aux gens, je leur explique toujours qu'il faut trouver 2 choses. C'est comment tu vas montrer que tu peux créer de la valeur long terme. C'est ce que je disais avant. Ouais. Et aussi être capable très très vite de trouver de la petite valeur, mais en fait, des petits éléments qui vont créer de la valeur forte et visible, justement pour montrer que le produit, c'est surtout un vecteur d'incrément et de croissance, plus juste qu'un set de méthodos et tout. C'est le deuxième step pour le coup. C'est justement, tu montres que ce que tu fais sert à quelque chose et que tu n'es pas juste là pour faire des rites agiles, quoi. Et vous y êtes arrivé assez vite justement à prouver, parce que c'est ça aussi, la promesse est belle, effectivement. On se dit, ok, la boîte est en train de décroître, on va aller plus vite, on va tester, on va augmenter ce 1%, on va l'améliorer. Ça s'est passé comme ça. Non, mais c'est pour ça, c'est là où tout à l'heure quand tu disais qu'il y avait un peu de politique, t'étais peut-être pas complètement, enfin c'est pas totalement faux, mais la politique elle est plus du côté des fondateurs, en fait, le moment où ils décident d'embaucher leur premier PM, parce qu'en fait c'est au moment où eux ils sont prêts, et c'est toi en tant que futur recruté qui doit t'assurer que les gens, que les fondateurs sont prêts à avoir un premier PM, et ce qui veut dire qu'ils sont prêts parfois à prendre un peu de lag, d'avoir des gens qui peut-être vont avoir besoin de 3 à 4 mois pour être à leur niveau en termes de vision, de stratégie, etc. Parce que sinon c'est l'assurance que ça va hyper mal se passer pour tout le monde et que tu vas plus détruire de la valeur pour la boîte qu'autre chose, quoi. C'est marrant parce que tu parles effectivement un peu Il y a une question dans le chat qui est: est-ce que vous avez encore plus de pression en tant que premier PM pour que la startup fonctionne? Je parle justement de la pression que des fondateurs peuvent avoir. Ils recrutent un PM pour
justement pouvoir canaliser ça. Je pense que c'est une très bonne chose. Enfin, on est tous d'accord pour dire qu'avoir un product guy dans son entreprise au tout début, c'est top. Est-ce qu'on a plus de pression en tant que premier PM pour que la moi je trouve. Ouais. Non, si, pour le coup, j'ai vécu. Tony a souvent été premier PM, mais moi, quand j'étais chez TripAdvisor, j'étais clairement pas dans les premiers PM. La pression, pour moi, elle n'a rien à voir. C'est encore plus. Tu le ressens encore plus au jour le jour. Faut que la boîte elle marche, quoi. Okay. Quand tu travailles dans une grosse structure, la boîte elle continue à fonctionner, même si sur ton quarter, t'es pas ultra bon. Ok. Tu vois, ça fait une vraie différence quand même. T'es au cœur. Ok, tu partages. Là, moi, chez Back Market, j'étais extrêmement stressé au début. Enfin, c'était dur parce que, il faut positionner la chose et en effet prouver ta valeur et c'est complexe. Là, chez Zephyr, c'est différent parce que plus d'expérience de fait. Ouais. Mais c'est aussi que maintenant, vu la place du produit dans ces boîtes, je me positionne plus dans une logique de. Maintenant c'est ma boîte, il faut qu'elle perf et je suis un vecteur de perf, quoi. Et c'est moins du stress, c'est plus de ok, faut que ça marche. Ouais, je comprends, je vois juste une avalanche de subs et d'abonnements offerts. Alors c'est notamment Lord Coty qu'on fait coucou qui offre des abonnements. Donc évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher des emotes et tout ça. Voilà, ça nous fait toujours très plaisir et ça fait plaisir à toute l'équipe qui travaille derrière l'after. Il n'y a pas que nous sur le plateau, il y a des gens formidables derrière la régie. Je reviens sur une question également du chat de Remduv qui dit: la transfo peut-elle être véritablement bottom-up sans un minimum de soutien, promotion du management? Pas du tout. Compliqué. Il y a une logique, et ça pour le coup je pense que c'est un des trucs qu'on a appris chez Vente Privée, c'est la logique du sponsor. Okay. T'es obligé d'avoir... Enfin souvent il est déjà naturellement là parce que ça pop pas dans l'idée de quelqu'un un matin au café de se dire je vais prendre un PM. Souvent c'est quelqu'un qui s'est un peu renseigné et que tu dois utiliser comme un sponsor. Et ça veut dire... Alors tu vois cette notion de sponsor, je pense que ça parle à tout le monde, mais... C'est quoi un bon sponsor? Est-ce que c'est le plus haut d'une entreprise? Est-ce que c'est juste un super manager? S'il y a 4 strates entre le COMEX et toi, est-ce que c'est juste ton manager mais qui est top et qui pousse, ou il faut absolument que ce soit le plus haut? Je sais pas. Non, les bons sponsors, en fait, tu les identifies vite dans une boîte. D'accord. Quand tu vis dans une boîte, tu te rends bien compte, les gens qui sont capables de créer une traînée avec eux et qui sont capables de faire l'extra mile, ce qui fait que le truc qui va s'enliser en fait va pas s'enliser et va aller. Donc en fait c'est toi en tant que membre d'un collectif qui est capable d'identifier les bonnes personnes qui vont te permettre d'aller et qui remplissent tes manques à toi aussi. Évidemment. Non mais c'est vrai. Non mais c'est complètement vrai et c'est une logique clairement d'entrepreneur. Enfin c'est trouver quand tu es dans une boîte early, tu as envie de t'entourer des bonnes personnes. Ouais, complètement. Imaginons que quand tu es dans un grand groupe, tu as aussi envie de t'entourer des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est celles qui vont te permettre de réaliser tes objets. Et un sponsor, c'est ça pour moi. Tu touches finalement à quelque chose dont on a parlé au début, mais les mauvais choix en fait, qu'on peut faire tout simplement, en tout cas là où on peut se planter. Il y a de la pression quand on est le premier PM. Même, j'ai envie de dire, chez VP, si on te voit faire des choses différentes, tu es plus regardé, je pense, dans une entreprise. C'est une pression différente, mais dans l'idée, tu fais des choses nouvelles. Voilà, on a donné pas mal de tips en tout cas sur comment y arriver, mais là où on peut se planter, là où il est facile de se planter en tant que premier PM, c'est sur quel aspect? Qu'est-ce que vous dites au quotidien chez Zephyr? Faut que je fasse gaffe à ça. D'expérience, on va se planter là-dessus. Non, je pense que... Alors, il faut être dans une optique de se dire je vais pas me planter. Et je pense que la seule façon de pas se planter, et il n'y a pas de secret, c'est... quand je suis arrivé, mon état d'esprit c'était de tout comprendre sur la boîte, mais vraiment de tout comprendre et même des choses qui me regardent plus spécialement dans ma vie pro, mais je pense que tu limites ton risque en étant très très bon sur ta compréhension analytique du fonctionnement de la boîte, sur la finance, sur la data. Certes tu feras des erreurs, mais les erreurs, elles peuvent se limiter déjà parce que normalement tu fais pas des choix tout seul dans ton coin. Donc quand tu fais des erreurs, c'est des erreurs de boîte, c'est pas des erreurs produits, quoi. Et normalement, la beauté du produit, c'est que tu es aussi capable de paralléliser les choses, quoi. Et qu'un échec, c'est jamais vraiment un échec. J'ai pas en tête d'échec où je me suis dit je vais cramer l'activité. Sauf si tu plantes la boîte. Sauf si tu plantes la boîte, mais c'est rarement juste un facteur produit ou tech, c'est un facteur aussi de boîte, quoi, de fonctionnement, de secteur, etc.
et il faut l'éviter. Ouais. tu vois d'autres manières il faut faire attention, les gens qui se posent des questions, qui sont dans votre situation, il y en a des centaines, peut-être même des milliers en France. Alors j'ai moins de recul sur cette fonction sur ce poste de premier VM que Tony, mais moi un des trucs en tout cas qui me marque, c'est que quand tu arrives, tu découvres une nouvelle boîte et tu découvres aussi plein de potentialités. Et tu as envie de tout activer. En fait, tu dis vas-y, ça j'essaye. Et en fait, tu t'épuises et tu fais moins de produits, moins ce pourquoi on t'attend, parce qu'en fait, à l'arrivée, comme tu bosses avec l'équipe marketing, tu vas les aider un peu sur la partie marketing. Quand tu bosses un peu avec la partie sales, tu vas. Et en fait, au bout d'un moment, toi, tu te retrouves aussi à t'épuiser dans une diversité d'activités. Toi, en tant que PM, même pas en tant qu'équipe produit et engineering, toi, en tant qu'individu. Et ça, je pense que c'est un risque. Moi, tu vois, j'ai rencontré, dans le cadre des activités chez vous, pas mal de startups avec une personne qui devient CPO, finalement un peu dans le même cadre que vous. Un des problèmes qu'ils avaient, et je parle vraiment au pluriel parce que j'en ai rencontré pas mal, c'était, comme on le disait tout à l'heure, la logique business. En fait, c'était on veut acquérir des nouveaux clients, on veut faire de l'argent, donc il y a une logique business très forte. Bien souvent, il y a un client qui paye un peu plus cher, ou en tout cas qui veut plus particulièrement, et qui veut des features spécifiques. Voilà. Et là on peut tomber dans le biais du produit et se dire bah oui, en fait je vais développer celle-ci parce que c'est celle qui va rapporter plus de sous, quand en fait on doit peut-être garder notre ligne produit. Ce grand débat en fait qui peut animer, c'est vrai, la communauté des entrepreneurs, de se dire bah non, moi je veux m'assurer là sur 2-3 ans ce super client et je vais faire à la lettre ce qu'il va me dire, même si ça va pas aider mon produit. Est-ce que peut-être toi Tony tu t'es retrouvé dans cette situation là, et qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces CPO de start-up qui sont dans ce cas là? Alors moi jamais. Okay. J'ai jamais été dans des boîtes dépendantes de clients. Du business, ça, enfin, dépendant du business, si. Mais jamais en dépendance totale, comme tu viens de le dire. D'accord. Par contre, ma logique produit, et c'est un truc auquel je crois dur comme fer, c'est qu'il faut travailler tes fondations. J'ai la chance d'avoir bossé dans une boîte back market qui a connu une hyper croissance folle. Et en fait, sans des fondations solides, t'arrives à rien. Donc, c'était toujours dans une logique, on va dire, de chasser les opportunités et d'aller là où en effet potentiellement le revenu est. C'est cool, ça marche, mais il faut jamais négliger tes fondations. Et c'est ce qu'on fait par exemple chez Zephyr. Là on a une optique vraiment de se dire on va être un produit qui va tenir dans de nombreuses années, mais du coup ça se joue aujourd'hui. Et quand Tanguy disait tout à l'heure, tu as plein d'idées, d'opportunités et tout, en fait c'est ça l'arbitrage qu'il faut faire quand tu arrives dans une boîte. Et ce choix, et tu as raison, alors moi j'ai pas connu non plus la situation que tu décris, mais probablement parce qu'on a surtout bossé dans des boîtes B2C l'un comme l'autre. Mais c'est vrai que c'est hyper tentant quand tu vois une ligne business qui semble de mettre toutes les forces là-dessus. Et en vrai, tu décides pas tout seul. Enfin, je veux dire, c'est là où tu vois bien si tu as un management qui est fort, qui est capable de se projeter au-delà de la prochaine levée de fonds. C'est ça. Et c'est dans cette discussion-là que ça se joue. De levée de fonds, je pense que ça rajoute une pression particulière, non, de bosser dans des boîtes qui lèvent, qui du coup ont... Enfin, voilà, il y a quelqu'un au-dessus du CEO, il y a cette logique d'investisseur. Tu l'as senti toi avec les levées de fonds côté back market? Ça dépend aussi. Ça dépend de l'objectif de t'élever. Typiquement là, je vais plutôt parler de celle chez Zephyr avec Sequoia. C'est une levée de fonds où un des buts principaux c'est de recruter pour créer le produit. Et on a de la chance d'avoir des fonds aujourd'hui, et ça pour le coup c'est vrai aussi chez BM, qui comprennent le produit et en fait ont compris qu'ils investissaient dans des produits et du coup c'est beaucoup plus simple je pense que ce qu'on a pu connaître avant, parce que souvent la logique de fond elle est de dire ok on veut construire des boîtes qui vont tenir longtemps, on veut pas exit dans 2 ans quoi. Et du coup ils ont compris que le produit est un vecteur de long terme quoi. Peut-être qu'il y a eu d'ailleurs un changement d'état d'esprit sur ces grands fonds d'investissement qui ont arrêté de donner de l'argent à des startups qui... Voilà, ils ont filé à 10 il y a boîtes. Il y en a encore un paquet. Bon, on retient ça. Ça dépend des fonds. Je reviens sur un autre point qu'on avait abordé au tout début. Là, tu travailles donc chez Zephyr. Zephyr achète des maisons, vend des maisons. Alors certes, in fine, le produit digital, c'est un site, c'est une app aussi également? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Back Market, OmiNC, VP, c'est du pure player. Est-ce que toi, tu vois une logique différente quand le produit final vendu n'est pas, enfin en tout cas le produit n'est pas au cœur en tout cas de la stratégie? Et bah oui, mais c'est justement ça qui est trop bien. Parce qu'en fait, moi avant, j'ai toujours été dans
business où la supply avait un rôle important. C'est pareil, hein, chez Back Market, si t'as pas de supply, t'as pas de CVR, point final. Okay. Je schématise. Mais là, ce qui est bien, c'est que sur un produit comme Zephyr, où en effet, t'es sur des biens qui coûtent très cher et tout, en fait, t'es plutôt dans une optique produit d'accompagnement des gens et de lever les problèmes des gens et de les aider tout au long d'un cycle de vie. Et en vrai, pour moi, d'un point de vue produit, la transaction, elle est... je vais pas dire secondaire, ce serait faux, mais c'est le process et le cycle utilisateur qui compte un peu plus que dans du e-commerce où tu as quand même très envie d'être dans l'optimisation et de la rapidité, quoi. Là, tu as d'autres aspects à amener, en fait, typiquement comment je vais amener mes bons segments d'utilisateurs à une proposition de valeur un peu différente, comment je vais tweaker, etc. C'est intéressant parce que même, je sais pas toi Tanguy, mais tu as rejoint il y a peu de temps au MNC, si la vision de l'entreprise est très claire, j'imagine qu'en tant que premier PM, justement, au moins ça te... Il faut que la vision soit claire pour que ça puisse te driver au quotidien. Ça fait partie des choses qu'on va rechercher, j'imagine, en tant que premier PM, de se dire ouais, au moins je sais où est-ce que je vais. En tout cas, ce qui est très fort, c'est la mission de la boîte. La mission de la boîte, c'est de dire on pense qu'on peut attaquer un sujet énorme qui est le réchauffement climatique, les enjeux climatiques, à travers l'alimentation. En revenant au tout début, c'est-à-dire au champ et jusqu'à la distribution en ligne. Donc ça, c'est les produits qu'il y a ici, c'est des produits où tout a été sourcé pour s'assurer que c'était produit dans une approche régénérative de la terre. Donc c'est là aussi où c'est hyper intéressant de se positionner. Et moi, c'est la première fois de ma vie que je travaille avec des produits vivants, des vrais produits. Et ça c'est pareil, ça change tout. Ça change tout, même dans ton approche du product management, de travailler avec des produits qui ont une DLC, ont une fin de... ça change. Non, c'est vraiment très intéressant. Moi, les produits, ils sont à côté de moi dans le bureau. Il y a l'entrepôt, il est à côté de moi. Donc, si tu veux, tous les jours, je vois les produits qui rentrent, qui sortent. Le fait que les produits qu'on met en ligne, ils sont venus de tel lot et donc ils étaient venus de tel producteur, de tel agriculteur et qu'il faut être capable de faire toute la traçabilité, ça change totalement ta manière de concevoir des produits, etc. Est-ce que ça va même, j'aimerais bien aborder ce dernier point avec vous, on parlait de méthodo justement tout à l'heure, quand on a des produits finis, tu dis que ça change même ta manière de pratiquer le job, parce que tu as peut-être une complexité, une question de timing, une question de temps. Il y a pas mal de PM qui se disent j'arrive dans une nouvelle entreprise ou en tout cas je veux initier des nouvelles choses, je mets en place les méthodes. On est tous, je pense, convaincus qu'il faut toujours adapter les frameworks, adapter les outils à notre quotidien. Est-ce que là, par rapport à ce que tu dis sur la date de péremption de certains produits, tu as dû adapter justement certains préceptes agiles ou ta vision du produit, tu dis en fait ce que je croyais être... Un exemple hyper simple, je pense une semaine après que je sois arrivé, on parle avec la personne qui s'occupe de faire les projections de vente, les projections d'achat plus exactement auprès des fournisseurs. Et quelqu'un lui demande, tu as besoin des projections à combien de temps ? Et elle répond 2 ans. Et moi j'ai éclaté de rire, parce que je pensais que c'était une vraie blague. C'est pas possible. Et en fait non, parce qu'en fait dans la vraie vie, quand tu fais tes projections d'achat et que tu travailles avec des agriculteurs, il faut que tu sois capable de t'engager sur leur prochaine récolte. Et ils plantent aujourd'hui pour récolter dans 1 an. Et dans la manière dont tu conçois tes produits, il faut que tu prennes ça aussi en compte. Dans la manière dont tu construis tes algos pour faire tes prévisions d'achat. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est un vrai défi. C'est beau. Et toi, moi non, la vraie différence c'est que chez Back Market, j'ai mis beaucoup de temps à initier des démarches plutôt côté user research et discovery, mettre des process un peu durs. Et en fait, là, c'est l'inverse. Vu qu'on est un business où moi, très honnêtement, je m'en fous des biens qu'on vend, les maisons, je les vois pas. Je m'intéresse aux gens qui viennent sur la plateforme et qui ont envie de faire une transaction. Et du coup, on est beaucoup plus dans une démarche de comprendre à qui on s'adresse. Du coup, d'aller parler aux clients, d'aller parler aux utilisateurs internes et de segmenter tout ça. Et donc, on est déjà beaucoup plus dans une démarche de user research alors qu'on est 4 aujourd'hui dans l'équipe que j'ai pu le faire chez Back Market. Écoutez, merci 1000 fois, messieurs. Ça va, on s'est senti comment ce soir ? Merci pour l'accueil déjà. De rien, c'était un plaisir vraiment de vous avoir. Merci beaucoup, c'est top d'avoir des guests comme vous pour animer la communauté produit dont on parlait. On va remercier tout le chat évidemment. Je vous remercie au nom de Marcel également qui aurait aimé être avec nous. Vraiment merci beaucoup pour votre soutien. On reçoit parfois des messages LinkedIn, c'est vraiment super. Merci à tous. On remercie également AB Testy qui a été sponsor pour l'émission. Et puis également donc remerciements à la régie. On se retrouve. Non, on me dit de m'arrêter. Il y a une promo. Ha!
Oui, la promo. Mais attendez, parce que on me l'a dit sur le tard, mais ce soir Tanguy est venu avec beaucoup de cadeaux. Ceci pour nous, mais des choses également pour vous. Tanguy, à toi. Si vous avez envie de tester Omi et que ça vous a donné un peu envie de voir ce que c'était des produits et une agriculture régénératrice, et vous avez un code promo AFTERPRODUIT, donc AFTERPRODUIT en un seul mot. En français. 15 €. Ouais. Bon, français, ouais. 15 € offerts sur votre première commande. Donc, allez-y, téléchargez l'app, testez. Faites-moi des retours s'il y a des trucs qui ne marchent pas. C'est ça, on veut des retours, on veut de la data. 15 € offerts. Merci Tanguy, ça fait très plaisir. Vous pouvez pas acheter une maison Non, pas de code promo, désolé. Et si vous voulez vendre votre bien immobilier, allez-y, ou achetez d'ailleurs. Voilà, allons sur Zephyr, allons sur OmiNC. Merci d'être fidèle à l'After Produit. On se retrouve le 15 mars à 13h avec notre nouvelle émission que vous connaissez maintenant, le Backpacker. C'est le live pour se lancer dans l'entrepreneuriat, en partenariat toujours avec Madines. Donc Thibaut Desremaux, mon boss, le CEO de Weavoo, recevra Gilles Sadje, fondateur de Lucas, voilà, qui est une très belle boîte, et Thibaut Hugues de Larose, co-founder et CEO de Back Market. Mon ancien boss, c'est quand même voilà. Le monde est petit. Oh, c'est fou. Et on va se retrouver sur ce plateau. Fin mars, on a un nouveau live. C'est super important. On a très envie de vous voir. C'est pour ça qu'il faut s'abonner pour que vous ayez la notif. On a un nouveau stream dédié à la Green Tech en partenariat avec Ada Tech School. Voilà la boîte fondée par l'école plutôt, fondée par Chloé Hermary. Voilà, c'est la première école d'informatique inclusive à la pédagogie alternative. On a un live avec eux. Ça sera fin mars. On vous attend vraiment très nombreux. Et on vous revient le 6 avril à 19h pour l'After Produit. Et cette fois-ci, avec Marcel, on sera aux côtés de Martin Berthenot, décidément, et Julien Jouot, respectivement CPO et CTO de cette belle boîte qu'on nomme Le Bon Coin. Voilà, vous connaissez tous. Voilà, donc le 6 avril à 19h. Pour rien manquer de la programmation, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos réseaux sociaux à l'After Produit, sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Vous venez nous voir également si vous voulez en physique. Vous venez parler à Tony et Tanguy. Vous venez parler à n'importe qui de chez vous. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Merci messieurs. Merci à toi. Merci vraiment beaucoup Tanguy. Merci beaucoup Tony. Merci à la régie. Merci à tous. À très bientôt et très bonne soirée à tous. Bonne soirée.